Un clap pour le menteur de Corneille. Bonjour, je m'appelle Agathe Mezzadriguedge. Aujourd'hui, nous traitons d'une pièce de Pierre Corneille, Le Menteur. Donc peut-être moins connu que Le Cid, mais au titre très intrigant. L'intitulé de parcours pour les séries générales et technologiques est Mensonges et comédie. En effet, il est question de quelqu'un qui ment non pas une fois ou plusieurs fois, mais qui ment tout le temps, d'où ce titre où le mensonge devient en fait un type de personne ou de personnage. Il constitue l'être même de la personne, comme on peut avoir le type du barbon dans les comédies souvent, c'est-à-dire un homme âgé avec une barbe qui veut épouser une jeune fille. Ici, le type exploré, c'est le type du menteur. Mensonge! Le fait de faire du mensonge un personnage, le menteur, va donner matière à différents types de comiques, d'où cet intitulé de parcours Mensonges et comédie. Qui est donc ce menteur et comment ment-il? Il s'appelle Dorante. Alors contrairement à Rodrigue du Cid, Dorante n'est pas espagnol, il est français, il est même parisien, il entre en scène au Jardin des Tuileries. Mais comme pour le Cid, Corneille s'inspire d'une pièce, on peut dire espagnol, en fait l'auteur est né au Mexique et mort en Espagne, qui s'appelle La Verdad Sospechosa o El Mentiroso. Cette pièce de théâtre dont s'inspire Corneille, en fait a un sous-titre, El Mentiroso, et c'est là-dessus que Corneille va focaliser toute son attention. Le problème philosophique, est-ce que la vérité est sospechosa, suspecte, l'intéresse finalement moins que de donner matière à une comédie légère, fondée sur un personnage très particulier, celui d'un menteur compulsif. Dorante ment, il a même des mensonges très élaborés sur une prétendue guerre faite en Allemagne, sur un festin prétendument donné sur un navire ou sur un mariage contracté à Poitiers. On va voir que, bien évidemment, une des sources de la comédie va être dans les mensonges de Dorante, mais pas seulement. Une des sources du comique repose en fait sur les péripéties elles-mêmes, donc on va explorer tout d'abord la situation initiale, les péripéties qui sont engendrées et la situation finale, on dit exposition, nœud et dénouement au théâtre. Chez Corneille, donc, Dorante, comme dans le modèle espagnol, sort tout fraîchement de l'université de Poitiers, et il souhaite rencontrer une femme et tomber amoureux d'elle, n'importe laquelle. Il rencontre Clarisse, en compagnie de son amie Lucrèce, qui ne semble pas insensible à son récit d'une guerre passée en Allemagne. La présence d'Alcippe, l'amie de Dorante, semble être un obstacle extérieur à la rencontre amoureuse, ce qui serait un motif assez classique de comédie. Mais en fait, l'obstacle va venir de l'intérieur, de tous les mensonges de Dorante, des quiproquos qui sont engendrés par les mensonges de Dorante, mais également des mensonges de Clarisse, qui elle-même voudra se venger de Dorante. Le premier problème, c'est que Dorante, très attirée par Clarisse, qu'il demande son nom et que le cocher lui répond en donnant l'identité des deux jeunes femmes et pour dire laquelle est laquelle, il précise la plus belle des deux. C'est de là que naît la première équivoque, c'est que Dorante prend Lucrèce pour Clarisse et Clarisse pour Lucrèce. C'est un bordel! La première situation de comique, ça va être celle d'un quiproquo, bien évidemment, mais c'est aussi l'idée qu'on puisse dire objectivement laquelle des deux est la plus belle, donc il y a aussi un comique plus fin, qu'on va trouver dans toute la pièce, des traits d'humour et d'esprit sur ce qu'est l'amour, ce qu'est la beauté, et qui vont tourner de façon risible les idées qui circulent généralement. Dès l'acte 2, il semble que tout aille pour le mieux, parce que le père de Dorante, qui s'appelle Géronte, donc étymologiquement le vieux, pas d'ambiguïté, Géronte veut marier Dorante à une femme qu'il a rencontrée dans la rue, Clarisse. Et donc le spectateur se réjouit de cette coïncidence, que celle qui est plu à Dorante le matin même soit également celle que, spontanément, son père choisit en la rencontrant. Non! Mais hasard de dingue! Mais le problème, c'est que Dorante croit que Clarisse est Lucrèce et que Lucrèce est Clarisse. Et donc, aux propositions de son père, il va opposer tout de suite un refus et un nouveau mensonge, raconté très rapidement, qu'il s'est marié à Poitiers et que donc son cœur n'est pas libre. Clarisse, bien évidemment, va être vexée de se voir séduite par un homme déjà marié et elle va tout de même piquer, lui donner un rendez-vous donné par Lucrèce et les quiproquos se multiplient selon l'identité des uns et des autres. On pourrait s'attendre, comme dans le modèle La Verdad Sospechosa o El Mentiroso, que Dorante soit obligé d'avouer publiquement qu'il s'est trompé et qu'il n'aime pas la femme qu'il croyait aimer. Corneille va rester sur un registre beaucoup plus léger et finalement, le dénouement, c'est que Lucrèce plaît petit à petit à Dorante et que finalement, lui qui prenait Lucrèce pour Clarisse et Clarisse pour Lucrèce pourra épouser Lucrèce et Alcippe, l'ami de Dorante, pourra épouser Clarisse. Donc tout est bien qui finit bien et le menteur n'est pas sévèrement puni. Alors on verra, parce qu'il existe une suite, la suite du menteur,
que ce mariage prétendument heureux avec Lucrèce ne l'est pas tant que ça, mais ça c'est une autre œuvre qui n'est pas au programme et qui fouillera la thématique du mensonge sous un angle un peu plus philosophique, sous l'idée d'un mensonge qui peut être vertueux. Ça n'est pas le propos de notre pièce. La suite du Menteur est pour quelques années plus tard. Ici, dans Le Menteur, on a une comédie très légère qui va explorer le comique du quiproquo, le comique dû au mensonge, mais aussi par le comique de quelques personnages clés qui vont donner des formes d'esprit, Céphilistes, ou encore des formes de répliques et de renvoi de la balle au bond à Dorante, c'est Cliton. On trouve donc dans notre comédie différentes sources du comique. Le comique dû à la situation et au quiproquo multiples, mais il y a un comique peut-être un peu plus fin et qui s'adresse peut-être plus spécifiquement au public de l'époque, à la noblesse, qui vient se reconnaître en fait au théâtre, au point qu'on a parfois parlé du théâtre de Corneille comme un théâtre du reflet. Ici, la noblesse, qu'est-ce qu'elle va pouvoir reconnaître? Eh bien, ces jeux de séduction, ces mensonges, des complimenteurs, qui font que le jeu de la séduction repose sur des mensonges un peu consentis. On sait qu'on ment un petit peu, on sait qu'on s'aime à demi, comme il est dit parfois dans la pièce, qu'on ne s'aime pas tout à fait, et que la séduction est un jeu parfois léger et qui implique certaines formes de mensonges. D'ailleurs, le projet de Dorante est exactement exposé sous cet angle à Cliton, à l'acte 1, scène 1. Voici ce que dit Dorante, arrivée au jardin des Tuileries. « Ne t'effarouche point, je ne cherche à vrai dire que quelques connaissances où l'on se plaise à rire, qu'on puisse visiter par divertissement, où l'on puisse en douceur couler quelques moments. » La séduction que recherche Dorante, trouver une amante, voire une femme, doit, dit-il, prêter à rire. Donc on voit que la comédie est intriquée dans ces jeux de séduction que la noblesse de l'époque connaissait tout à fait. On voit également, dans la réplique de Dorante à Cliton, une sorte de réification de la femme. Quelques connaissances qu'on puisse visiter par divertissement. Réification, c'est quand une personne est considérée comme un objet. Et dans les répliques de Cliton, on a également le même phénomène, mais cette fois-ci sous la forme d'une animalisation très classique, avec une métaphore très classique de la chasse pour dire le jeu amoureux. Non, cette marchandise est de trop bonne aloi, dit Cliton lorsqu'il voit apparaître Lucrèce et Clarisse. On est toujours dans la réification, là, ces femmes sont trop élevées pour moi qui suis un valet. Puis on passe à l'animalisation. Ce n'est point là gibier à des gens comme moi. On voit ici que dans les répliques, à la fois, le comique, en fait, est cherché par les personnages, en tout cas on souhaite rire en faisant ces rencontres, mais il y a aussi un comique véritablement à destination du spectateur, où ce décalage, cette trivialité pour dire les femmes, tantôt des marchandises, tantôt du gibier, bien évidemment faisait aussi déjà réagir en 1642. On pourrait peut-être aujourd'hui en 2025 trouver ces répliques presque misogynes. Cliton dit d'ailleurs, à l'acte 1, scène 4, « Monsieur, quand une femme a le don de se taire, elle a des qualités au-dessus du vulgaire. C'est un effort du ciel qu'on peine à trouver. Sans un petit miracle, il ne peut l'achever, et la nature souffre extrême violence lorsqu'il en fait d'humeur à garder le silence. » Donc la femme serait bavarde, trop bavarde, et la femme de qualité, ce serait celle qui serait silencieuse, qui peut se taire. Alors évidemment, en 2025, cela fait beaucoup réagir. Il y avait un rire qui n'avait pas exactement les mêmes enjeux au XVIIe siècle, mais qui était provoqué par cette peinture de la femme. Donc on voit ici qu'on rentre dans un système connu de la noblesse de l'époque, où la séduction repose sur une forme de jeu qui peut prêter à rire, et qu'il y a d'abord, avant cette séduction même, une sorte d'art d'aimer. L'art d'aimer d'Ovide est une référence ici, c'est une sorte d'art d'aimer un peu dévoyé, où Cliton et Dorante se renvoient un peu la balle pour produire un art d'aimer un petit peu décalé, un peu trivial, avec des répliques partiellement misogynes, voire très misogynes en fait. Au fond, vous savez, je crois que vous êtes misogyne. Alors, ce comique du jeu de la séduction, parmi les honnêtes gens, a fait l'objet d'études fouillées, d'une universitaire par exemple, qui a son article en ligne, elle s'appelle Françoise Poulet. Elle écrit « Présenté comme un miroir du monde de la petite noblesse et de son langage, le théâtre de Corneille, et notamment ses premières comédies, apparaît comme une maison des jeux où se déroule un certain nombre de divertissements dont les participants, hommes et femmes, apprennent à maîtriser les règles. L'espace scénique se donne ainsi comme un lieu où les personnages s'engagent en toute conscience, le plus souvent, dans des jeux de rôle et d'esprit qui recourent volontiers à la ruse et à l'artifice. Donc cette ruse, cet artifice, en fait, finalement, notre menteur, c'est lui le plus menteur des menteurs, mais il prend place dans une société qui joue lorsqu'elle se séduit, qui est habituée à ce compliment
parfois en partie mensonger. Dorante le dit à l'acte 1, scène 6, il doit faire sa cour, dit-il. Et Clarisse, d'ailleurs, avait dit très clairement à l'acte 1, scène 3, qu'elle était ravie de se voir cajoler. Donc, feindre l'amour, l'accepter tout en sachant qu'il est sans doute un peu fin, c'est un jeu de sociabilité et d'esprit auquel la société des honnêtes gens est habituée. Alors évidemment, si l'échange ne se poursuivait que sur ce mode de Dorante qui joue à l'amant transi face à une cruelle et de la femme cruelle qui se voit flattée et cajolée comme elle le dit, ce serait bien ennuyeux. Ce qui va apporter bien évidemment encore plus de comique, ce sont les mensonges de Dorante. Et le mensonge le plus célèbre, c'est bien évidemment celui qui consiste à dire qu'il est inconnu des femmes de la société parisienne car il revient de 4 ans de guerre en Allemagne. Ici ne s'arrête pas dans le menteur la pratique très finalement habituelle du compliment mensonger. Clarisse elle-même va faire rédiger à Lucrèce un faux billet pour Dorante et elle-même rentrer aussi dans une stratégie de mensonge. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dorante confie à son tour un billet à Sabine pour sa maîtresse, celle-ci, à l'acte 4, scène 7, dit que sa maîtresse l'aime à demi. Il y a donc vraiment, de façon très acceptée dans cette société-là, ce jeu de l'amour, pas encore de l'amour et du hasard, mais on voit déjà des petites choses qui se retrouveront chez Marivaux bien plus tard. Ce jeu de la séduction où le mensonge est en partie accepté. Mais là où Dorante se distingue, c'est que ces mensonges vont devenir presque comme des fictions, des narrations, des romans à l'intérieur de la pièce, et surtout qu'il en produit beaucoup, et qu'il trompe tellement tout le monde qu'il est finalement trompé lui-même au bout d'un moment, puisque même lorsqu'il a dit la vérité, et qu'il se rend compte qu'il aimait Clarisse et non pas Lucrèce, il ne peut plus le dire, il est trop tard. Le rire est aussi lié à un certain type de personnage. Alors ce qui est intéressant, c'est que Corneille refuse une approche aristotélicienne où la comédie serait finalement liée juste au blâme et à des personnages qu'on peut dire bas, c'est-à-dire une approche très binaire, avec aussi la doctrine héritée d'Horace, castigat ridendo mores, c'est-à-dire on châtie en se moquant des mœurs. Tout ça, on va le retrouver plutôt chez Molière. C'est-à-dire que chez Molière, on va trouver le personnage du valet très farcesque, qui se joue de son maître, avec des jeux de domination sociale entre le maître et le valet qui lui jouent des tours, et finalement des types ridicules, qu'on blâme, dont on se moque, le faux dévot, le faux médecin, pour châtier les mœurs. En fait, toute cette approche-là, qui provient de l'Antiquité, d'Horace, d'Aristote, Corneille la refuse explicitement dans certains textes, dans des épîtres, des textes qui précèdent ces pièces de théâtre. Lui, il va plutôt fonder son comique non pas sur des personnages en tant que tels, le valet fourbe qui se moque de son maître, qui est supérieur à lui socialement, mais plutôt sur des interactions. On a par exemple l'interaction entre Dorante et Cliton, qui n'a pas vraiment de supériorité sociale véhiculée, mais qui est plutôt une sorte de duo qui se renvoie la balle. Et on a aussi certains personnages qui ont particulièrement de l'esprit. C'est le cas de Philiste, qui a véritablement certaines répliques très, très piquantes, très fines, mais qui ne va pas non plus incarner un type qu'il va falloir ridiculiser pour blâmer. Les personnages dont on peut étudier le comique en ayant bien balisé le fait que Corneille était spécifique, qui refusait une approche binaire du blâme et du ridicule des personnages pour blâmer, c'est d'abord le duo Dorante-Cliton. Il serait erroné de voir Cliton simplement comme le valet qui porte le bon sens, c'est-à-dire qui vient faire remarquer à Dorante qu'il ment. C'est ce qu'il fait, bien évidemment. Mais il entre vraiment en dialogue avec Dorante pour apporter une forme de légèreté dans la pièce. Après la série de mensonges de Dorante, et notamment cette guerre extravagante en Allemagne pour séduire Clarisse, Cliton reprend Dorante. Votre ordinaire est-il de rêver en parlant? Dorante. Où me vois-tu rêver? Cliton. J'appelle rêverie ce qu'en d'autre qu'un maître, on nomme menterie. Je parle avec respect. On voit ici qu'il y a quand même un sourire lié à la position de maître et de valet, c'est-à-dire, je ne vous dis pas que vous mentez, sinon je vais vous manquer de respect. Donc je vous dis que vous avez des rêveries. Si vous n'étiez pas mon maître, je dirais que vous mentez. Cela ne va pas du tout déclencher une scène type de Molière où on aurait le valet châtié, les coups de bâton, pas du tout. Donc on voit qu'il y a une forme de complicité entre les deux, où à la fois Cliton garde cette fonction qu'a souvent le valet de faire remarquer ce que fait le maître, mais sans qu'il y ait ce lien de subordination, de châtiment, de blâme.
donc d'un ton léger, mais qui souligne quand même l'action de Dorante et ses mensonges. De manière aussi légère, c'est-à-dire sans enfermer les personnages dans un type qu'on blâme ou qu'on ridiculise, on a le personnage de Philiste, qui lui est un personnage assez secondaire, qui est un ami de Dorante et d'Alcippe, mais qui se caractérise par un esprit très fin et qui donc va permettre de transmettre au public, aux spectateurs, des répliques très fines qui résument assez simplement, assez finement certains enjeux de la pièce. À Alcippe, Philiste déclare, acte 3, scène 2, « Dorante, à ce que je présume, est vaillant par nature et menteur par coutume ». On voit que cette réplique pleine d'ironie résume à elle seule tout l'enjeu de la pièce, avec évidemment une césure dans l'alexandrin entre nature et coutume qui oppose vaillant, le courage, au menteur, le menteur par habitude qu'est Dorante. Donc un trait plein d'esprit qui, par son aspect de pointe, c'est-à-dire une formule courte qui résume avec piquant ce dont il est question, va faire rire évidemment les spectateurs. Donc Philiste n'a pas de longs monologues, il ne va pas avoir des longs monologues comiques, mais il se distingue par des remarques fines, avec beaucoup d'ironie et d'esprit, qui participent à la satire générale du mensonge, et donc au comique par touche. Sa complicité avec Alcippe participe à cette tonalité voulue particulièrement légère par Corneille et une sorte d'atmosphère enjouée de la pièce. Parce qu'il est très important de voir que Corneille, là, se distingue de son modèle espagnol en ce qu'il veut une moquerie légère sans châtiment. En effet, Corneille avait déclaré que le dénouement de la verdad sospechosa o el mentiroso était très dur. C'est vrai que dans cette pièce espagnole, qui est le modèle du menteur, on avait très souvent des sermons du père de Garcia, le héros, qui venait blâmer les mensonges du fils et qui analysait le comportement de son fils. La fin était particulièrement sombre et particulièrement dure pour Garcia. Ici, pas du tout. Corneille, en fait, évite à Dorante d'être démasqué. Alors, ces mensonges sont démasqués, et notamment par un personnage qui revient de Poitiers et qui voit bien que le mariage est un mensonge. Il n'y a pas non plus une honte où Dorante devrait avouer qu'il s'est trompé de femme à aimer, et Dorante épouse quand même Lucrèce lorsque Clarisse épouse Alcippe. Donc on a une moquerie qui souhaite rester légère et ne pas châtier le menteur en question. Parce que cela permet en fait de focaliser l'attention sur les récits de Dorante. On va passer dans ce qu'on peut appeler un rire d'émerveillement. C'est-à-dire que Dorante, lui, entre en scène dans ce qu'il appelle un pays de romans. Lui-même s'émerveille par son attitude dans Paris, mais aussi par ses propres mensonges. Il entre de la comédie dans une forme de semi-conscience, c'est-à-dire qu'on va basculer dans un art où la parole, de façon très gaie et très enjouée, peut nous amener à rêver. D'ailleurs, Marc Escola, dans la préface de l'édition GF du Menteur de Corneille de 2024, écrit « Le menteur invente bien plus qu'il ne ment. Ses fables ont quelque chose de flamboyant et d'héroïque. » Donc le mensonge n'est pas là pour être châtié, blâmé, comme dans le modèle espagnol. On va avoir des mensonges qui font basculer, alors on pourrait dire dans une forme d'illusion comique si on voulait reprendre un autre titre de Corneille, dans cet état semi-rêvé, semi-conscient, où il y a quand même une forme de plaisir à dire ces mensonges et à les entendre. D'ailleurs, à l'acte 5, scène 1, Philiste dit la chose suivante à l'égard de Dorante. Il a le talent de bien imaginer. C'est-à-dire que par son langage, Dorante produit des images bien imaginées. Donc le mensonge n'est pas vu comme simplement un défaut qu'il faut absolument condamner. C'est un don de produire des images. Il a le talent de bien imaginer. Les moments d'imagination de Dorante sont parfois extrêmement farfelus, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la magie, l'alchimie. C'est de la magie, voilà. Pour expliquer la résurrection d'Alcippe, qui est censé être mort en duel, voici ce que dit Dorante. Le héros dit que ses connaissances en hébreu sont censées lui donner accès au secret merveilleux, dit-il, d'un grimoire, dont une recette permettant de fabriquer de la poudre pourrait ressusciter les morts. Et sa dernière réplique, en réponse à Sabine, est aussi de ce type-là, c'est-à-dire qu'il se prend à l'idée d'être un magicien. C'est à l'acte 5, scène 7. « Je changerai pour toi cette pluie en rivière », dit-il à l'acte 5, scène 7. Même dans le quotidien, il a une tendance à percevoir les gestes qui l'entourent comme relevant du merveilleux. Un merveilleux qui peut être romanesque ou mythologique. On l'a déjà dit, Paris lui apparaît comme un pays de romans. Et l'île Saint-Louis, qu'il découvre à son retour de Poitiers, est une île enchantée. Il aime voir dans les édifices de Paris le résultat de l'œuvre d'Amphion, le musicien,
qui aurait construit Thèbes en jouant de la lyre ou de la flûte. Dès le départ, quand il arrive dans la pièce, il dit qu'il a troqué son habit d'écolier, il était à l'université de Poitiers, contre une tenue de cavalier. Et en fait, c'est comme si mettre l'habit de cavalier, pour Dorante, c'était entrer dans ce pays semi-rêvé, semi-menti, qui permet le plaisir des images et de l'imagination. Et là, on retrouve quelque chose de typiquement cornélien qu'on avait déjà dans l'illusion comique. C'est comme si Dorante, en fait, nous faisait plonger avec lui dans l'illusion théâtrale. Et donc, non seulement il apporte ce comique, ce rire de l'émerveillement au spectateur, mais lui-même s'émerveille à l'acte 2, scène 8. Et j'ai déjà querelle, amour et mariage, dit-il. On voit dans ce vers déjà que la réalité et la fiction se confondent, parce qu'il a certes amour et querelle, mais il n'a pas encore mariage. Réalité ou illusion? Mais aussi qu'il se voit lui-même presque comme un personnage de roman, qu'il s'émerveille lui-même. D'ailleurs, il y a un substantif, vous pouvez dire un nom commun si vous voulez, substantif ça fait juste un peu plus chic, qui revient sans cesse dans la pièce, c'est le mot conte et le verbe compter. Dorante est un conteur en divers genres. Il compte une guerre en Allemagne, il compte un mariage à Poitiers, et il compte, c'est un moment là aussi qui produit de la merveille, du merveilleux, un festin qu'il aurait donné sur l'eau. Ce mensonge présente d'indéniables qualités esthétiques, au-delà du fait d'être un mensonge, et d'ailleurs Alcippe, qui l'écoute, les remarque. Alors qu'est-ce que ce festin sur l'eau? Ça peut être un des mensonges qu'on va lire. Dorante, comme à mes chers amis, je vous veux tout compter. J'avais pris 5 bateaux pour mieux tout ajuster. Les 4 contenaient 4 chœurs de musique, capables de charmer le plus mélancolique. Au premier, violon, en l'autre, luth et voix, des flûtes au 3e, au dernier, des hautbois, qui tour à tour dans l'air poussaient des harmonies dont on pouvait nommer les douceurs infinies. Le 5e était grand, tapissé tout exprès, de rameaux enlacés pour conserver le frais, dont chaque extrémité portait un doux mélange de bouquets de jasmin, de grenades et d'oranges. Je fis de ce bateau la salle du festin. Là, je menais l'objet qui fait seul mon destin. De 5 autres beautés, la sienne fut suivie, et la collation fut aussitôt servie. Je ne vous dirai point les différents après, le nom de chaque plat, le rang de chaque mets. Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices, on servit 12 plats, et qu'on fit 6 services. Cependant que les eaux, les rochers et les airs répondaient aux accents de nos 4 concerts. Après qu'on eut mangé 1000 et 1000 fusées s'élançant vers les cieux, ou droites ou croisées, firent un nouveau jour d'où tant de serpenteaux d'un déluge de flammes attaquèrent les eaux, qu'on crut que pour leur faire une plus rude guerre, tout l'élément du feu tombait du ciel en terre. Après ce passe-temps, on dansa jusqu'au jour, dont le soleil jaloux avança le retour. S'il eût pris notre avis, sa lumière importune n'eût pas troublé sitôt ma petite fortune, mais n'étant pas d'humeur à suivre nos désirs, il sépara la troupe et finit nos plaisirs. Donc finalement, ici, Dorante a quelque chose de très contemporain. Vous savez, c'est l'ami qui arrive et qui dit « tu ne sais pas ce que j'ai fait hier soir » et qui raconte une fête totalement hyperbolique, totalement incroyable, où on aurait peut-être vu une célébrité ou que sais-je encore. Ici, il n'est pas question de célébrité. L'hyperbole se loge dans les moyens qu'il aurait déployés sur 5 bateaux différents pour produire une musique, un feu d'artifice. Et en fait, à la fois, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de risible dans l'attitude de Dorante, mais il y a un plaisir à aller en penser avec lui dans cette imagination d'un festin sur l'eau. Et donc finalement, Dorante rêve sa participation à un festin aquatique, comme il a rêvé sa participation à la guerre d'Allemagne, mais il transporte son auditeur avec ses 5 sens par les effets d'harmonie, de rythme, de sonorité, et il produit en fait une sorte de voyage sensoriel pour ceux qui l'écoutent. Et bien évidemment, autre source de comique pour le public de l'époque, l'expression est déjà attestée depuis le Moyen-Âge, mener en bateau pour entraîner quelqu'un dans une réalité fausse, et bien là, il est bien évidemment drôle de voir l'expression « mener en bateau » remotivée, puisque Dorante explique qu'il aurait mené en bateau une dame et d'autres personnes. Donc finalement, on pourrait dire que le mensonge va acquérir en fait une dimension plus esthétique. Pas question de condamner moralement le mensonge. On va plutôt donner au mensonge, par le biais de son menteur, Dorante, en fait, sa qualité d'imagination, d'illusion, d'émerveillement. Et personne n'est dupe. Tout le monde saura que Dorante ment. Donc il ne s'agit pas de dire « nous pouvons mentir aux uns et aux autres ». Il ne s'agit pas de célébrer le mensonge. Il s'agit de démasquer Dorante, mais de quand même donner au public tous ces instants savoureux où le mensonge, c'est aussi une façon de rêver sa vie
et de donner ce rêve aux autres. Et finalement, c'est là que le théâtre en fait va se convertir parfois en roman. C'est-à-dire qu'il le dit, il entre dans un pays de romans. Dans les répliques, dans les mensonges consentis entre les personnages, on a parfois des moments qui ressemblent véritablement à des romans du siècle. Par exemple, les premières répliques entre Dorante et Clarisse semblent tout droit sorties de romans précieux tels que l'Astrée d'Honoré d'Urfé. Lorsque Dorante, après la brouille de la veille, lorsqu'il a inventé ce mariage à Poitiers, se poste près de la fenêtre de Clarisse, qu'il croit encore être Lucrèce, il déclare « J'en puis voir sa fenêtre, et de sa chère idée, mon âme à cet aspect sera mieux possédée. » En fait, là, c'est véritablement une réplique qui pourrait être dite par un berger type Céladon dans l'Astrée d'Honoré d'Urfé. C'est-à-dire qu'il se plaît à ce jeu du mensonge au point de vivre sa vie comme un roman. Donc, in fine, le mensonge est là aussi comme un outil esthétique qui permet de rêver sa vie, de romancer sa vie. Et c'est ce plaisir que Corneille offre le temps d'une représentation, où toutefois le menteur est démasqué, mais de façon tout à fait légère, c'est-à-dire qu'on peut goûter le plaisir du mensonge le temps de la représentation, et de façon légère, bien évidemment, remarquer qu'il n'est pas question de vivre ainsi dans la vie réelle. Donc bonne étude du menteur avec votre professeur, puisque cette vidéo n'est pas faite pour remplacer son cours, mais simplement pour dialoguer avec son cours. Et bon repérage de tous ces comiques, toutes ces formes qui alimentent la comédie différente, permises par le mensonge. Les quiproquos, les esprits fins, les répliques fines de Philiste, ou encore la façon dont le mensonge permet de basculer dans une forme d'émerveillement et in fine de roman.